Dans la seconde moitié des années 20, l'optimisme règne chez les hommes politiques et les dirigeants des grandes entreprises des pays occidentaux. Aux États-Unis, le marché boursier connaît un essor spectaculaire qui s'explique en partie par la possibilité d'acheter des actions à crédit. Cependant, cette pratique favorise la spéculation, ce qui fait augmenter la demande d'actions sur les marchés boursiers. Ce que c'est la spéculation, c'est l'action d'acheter un bien ou une action dans le but de faire un profit lors de sa revente, en tentant de prévoir, il manque un petit T ici, en tentant de prévoir la hausse des prix du marché. Donc, on fait augmenter finalement le coût réel des actions. De nombreux investisseurs s'endettent pour investir sur les marchés boursiers afin de réaliser des gains rapides. Ainsi, la valeur des actions augmente considérablement sans refléter la véritable situation économique des entreprises dont les actions s'échangent à la bourse. Un petit mot sur le marché boursier. Donc, le marché boursier, c'est un lieu où s'échangent des actions entre acheteurs et vendeurs. La valeur des actions augmente lorsqu'elles sont en demande. Elle baisse lorsqu'il y a davantage de vendeurs que d'acheteurs et c'est ce qui s'en vient. Donc, c'est dans ce contexte qu'à partir du 24 octobre 1929, la panique s'empare des investisseurs à la bourse de New York et va culminer le 29 octobre, qui est le jeudi noir. Il y a de nombreux actionnaires qui décident subitement de vendre leurs actions avant qu'elles perdent trop de valeur. Il y a alors un effet d'entraînement. Donc, il y a de plus en plus d'actionnaires qui sont inquiets et qui veulent vendre leurs actions sans trouver d'acheteurs. Ça fait chuter rapidement la valeur des actions, surtout qu'il y en a qui les avaient achetées à crédit. Donc, en plus d'avoir emprunté, leurs actions perdent de la valeur, donc ils ne sont pas capables de rembourser leur emprunt. Les banques incapables de récupérer leurs prêts font faillite. Le crash boursier de 1929 témoigne de problèmes économiques profonds. En effet, depuis le milieu des années 20, les entreprises ont produit plus de biens que ce que les consommateurs étaient en mesure d'acheter, ce qui a entraîné une surproduction. Il en résulte que les entreprises se retrouvent avec des produits invendus. Lorsque la bourse s'effondre en 1929, les banques américaines prêtent moins, ce qui limite la capacité des entreprises à faire face aux difficultés. Il y a plusieurs entreprises qui font faillite. C'est pour ça qu'on passe d'un effondrement boursier à une crise économique. On va enlever le S ici. Dans les mois qui suivent le crash boursier, l'économie américaine plonge dans une crise économique sans précédent qui s'étend au Canada et dans le monde. La crise se poursuit pendant toutes les années 30 et sera nommée la Grande Dépression. Alors, on va regarder un petit peu un graphique là, pour comprendre un peu là, le cycle de la crise économique où on est passé d'un crash boursier à une crise économique. Et pour ça, je vais aller ici, dans la petite animation. Alors, on a la crise, les causes de la crise économique. C'est la spéculation boursière qui a causé une crise bancaire et les entreprises qui ont des produits invendus, ce qui fait de la surproduction. Alors, il y a une réduction de la production. Et si on produit moins, qu'on achète moins, il y a une faillite d'entreprise. Si les entreprises font faillite, il y a du chômage. Ensuite, il y a, si les gens sont au chômage, ils ont moins d'argent, donc moins de revenus, et ils peuvent moins acheter, ce qui, je vais revenir ici à la fin, ils peuvent moins acheter, ce qui, je veux le limiter. Ah, je vais juste attendre ici. On va, voyons, je veux juste montrer la finale. Voyons, stop. Et ce qui. Donc, on reprend. Donc, la spéculation boursière, la surproduction, ça crée la faillite d'entreprise. Les gens sont au chômage, ont moins de revenus pour moins acheter. Et s'ils achètent moins, ben, c'est un cercle vicieux, ça continue. Donc, c'est vraiment le cycle économique de la crise. Je reviens ici. Donc, cette crise va toucher l'Ouest canadien, va toucher le Québec parce qu'on envoie beaucoup moins d'exportations vers les États-Unis. Nos usines qui envoyaient des produits aux États-Unis produisent beaucoup moins. De nombreuses entreprises liées à l'exploitation de la forêt, des mines ferment leurs portes, les industries lourdes et d'équipements de transport fonctionnent au ralenti. C'est pour ça qu'on dit que la deuxième phase industrielle est de 1900 à 1929. Il y a vraiment une baisse des revenus au Canada. Au Québec, c'est de 44. Le taux de chômage qui était de 4,2 passe à près de 27 des gens en possibilité de travailler qui sont au chômage. Cette réduction, elle est compensée par la réduction des biens de consommation, mais malgré tout, des fois, certaines personnes peinent à acheter des biens et même à payer leur loyer. On va en reparler. Les conditions de travail se détériorent et vu l'ampleur de la crise, le pouvoir de négociation des syndicats diminue. La présence des femmes aussi sur le marché du travail soulève de nouvelles réticences vu la rareté des emplois. Les gens accusent les femmes qui travaillent de priver des pères de famille d'un gagne-pain. Heureusement, dans les campagnes québécoises, les effets de la crise se font un petit peu moins ressentir. C'est certain qu'on a moins d'argent pour nos produits agricoles qu'on vend parce qu'il y a une réduction des prix, mais au moins, en milieu agricole, on est capable de nourrir la famille.
Dans les années 30, il n'y a aucune assistance financière pour les gens qui perdent leur emploi. Les chômeurs n'ont pas l'argent nécessaire pour acheter la nourriture et payer un logement. Et ceux qui réussissent à trouver du travail n'occupent bien souvent que des emplois qui sont mal payés. Des familles entières sont jetées à la rue, il manque un E ici, quand elles n'arrivent plus à payer le loyer. D'autres prennent des locataires pour réduire leurs frais. Puis aussi, on passe à une série de restrictions matérielles. On va user les vêtements à la corde, on les recycle, on achète les aliments les moins chers. Et certains vont près des voies ferrées pour ramasser le charbon tombé des trains afin de se chauffer. Même si la Grande Dépression touche tout le monde, ceux qui gardent leur emploi s'en tirent mieux que les autres, donc enseignants, fonctionnaires, pompiers. Il y en a même aussi qui travaillent dans des usines ou des magasins qui n'ont pas fait faillite. Malgré tout, ils voient quand même leurs revenus baisser, mais ils peuvent nourrir leur famille. C'est donc surtout la classe ouvrière qui souffre des plus grandes privations. Ainsi, la crise vient accentuer les inégalités sociales déjà existantes, puisque la baisse des prix favorise ceux qui ont encore les moyens de dépenser. Vous avez ici un extrait d'une chanson de la Bolduc, Marie Travers, qui devient très populaire. C'est Ça va venir, découragez-vous pas. Donc, vous pourriez aller écouter un extrait. En 1930 et 1931, les gouvernements n'interviennent pas pour contrer les effets de la crise. On pense vraiment que la crise est passagère et qu'elle va se résorber d'elle-même et que la baisse des prix va aussi stimuler la consommation. Mais là, en 1933, le taux de chômage ne cesse d'augmenter, la misère se généralise chez les plus vulnérables. Ce sont tout d'abord les institutions religieuses et les œuvres de charité qui prennent les services sociaux, puis on va même faire des campagnes de publicité là, pour ramasser des sous. On se rend tout de suite compte que ces institutions sont débordées. Donc, face aux effets dévastateurs de la crise, la population presse les gouvernements d'agir. Une des premières mesures est de créer des emplois en finançant les travaux publics. Donc, les municipalités font construire des routes, des ponts, aménager des parcs, rénover des édifices. Le gouvernement fédéral va même ouvrir des camps destinés aux chômeurs ou en échange de divers travaux d'utilité publique, ils vont recevoir 20 sous par jour en plus d'être logés et nourris. Mais malgré ça, c'est insuffisant. Donc, on va passer au secours direct. C'est la distribution d'un coupon là, qu'on va pouvoir échanger chez certains marchands contre de la nourriture ou divers produits. Et ces secours directs sont financés par les trois paliers de gouvernement fédéral, provincial, municipal. La Grande Dépression a des effets insoupçonnés. Quelles solutions seront proposées encore là, pour relancer l'économie?